Le contexte, donc l'Institut des politiques publiques nous ont contactés il y a quelques semaines, quelques mois même maintenant, pour réaliser en fait une enquête, notamment en lien avec la DARES, et notamment donc, le ministère du Travail, sur les impacts à la fois quanti, mais surtout qualitatifs, justement de l'impact du 16 jeunes en rupture sur à la fois les trajectoires d'emploi des jeunes, le repérage des jeunes en rupture, etc. Et plus largement sur les démarches d'aller vers en fait des missions locales avec un peu comme une optique générale, justement, à la fois d'avoir une visibilité sur comment ça fonctionne en mission locale, au niveau de l'Aller Vert, de l'impact que le CJR a pu avoir directement sur les publics, et dans une optique là aussi vraiment à la fois d'évaluation du dispositif en vue, pourquoi pas, de dresser des pistes d'amélioration, et notamment là avec les O2R qui arrivent, qui est censé à terme remplacer le sèche jeune en rupture. Et donc voilà, ça nous permet un petit peu aussi d'éclairer du coup ce qui a été mis en place durant ces dernières années. Donc voilà, je vais pas être beaucoup plus long et donc je laisse la parole à nos deux intervenants du jour que on remercie à nouveau d'être présentes. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Comme je partage mon écran, je ne vous vois pas du tout. Mais voilà, je m'appelle Maria et je laisserai ensuite ma collègue se présenter. D'abord, on voulait remercier l'UNML pour leur support tout au long de l'enquête et aussi pour l'organisation du webinaire et de nous permettre de parler aujourd'hui. Et surtout aussi, merci à vous qui êtes là et à ceux qui ont répondu à l'enquête. On vous invite vraiment tout du long à nous interrompre si vous avez des questions, des remarques, parce que avec l'écran partagé, je pense que j'arrive pas à voir si vous levez la main ou quoi. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'interrompre, moi ou ma collègue, pour que, au final, le but, c'est un peu que ce soit un échange entre nous et que on apprenne à mieux ce qui se passe du côté des missions locales. Donc, comme a dit Olivier, nous, on est des économistes, on cherche à évaluer, surtout quantitativement, l'impact du CJR sur plusieurs volets. D'un côté, la trajectoire d'emploi des jeunes bénéficiaires, et pour ça, on utilise comme les données comme Imilo ou les données que peut nous donner le ministère du Travail avec lequel on fait ce rapport. Mais d'un autre côté, la question du repérage des jeunes dits en rupture, même si, bon, je prends entre guillemets parce qu'on sait que c'est pas forcément une manière de les décrire qui est très pertinente, mais en tout cas, est-ce que ce programme a aidé à trouver des jeunes qui n'étaient pas forcément suivis de base? Cependant, lorsqu'on a voulu faire cette étude sur le repérage des jeunes dits en rupture, on s'est rendu compte qu'on avait peu de données disponibles sur ce qui se passait du côté mission locale. En fait, on sait pas mal sur ce qui se passe du côté des jeunes, mais pas comment se fait l'accompagnement chez les missions locales et notamment comment se fait cette démarche d'aller vers qui semblait très présente dans les rapports qualitatifs. Donc, on s'est dit que c'était une bonne idée de faire une enquête auprès de vous pour mieux comprendre les pratiques, que ça vienne directement de la source finalement, pour, dans l'idée, enrichir notre stratégie empirique quantitative, mais comme vous verrez, ce sera plutôt du côté qualitatif qu'on a pu avoir des réponses. Donc, je disais, on remercie énormément l'UNML. On a conçu le questionnaire et un peu suivi l'enquête avec eux, qui ont une grande expertise donc, avec ce que vous faites. Et voilà, du coup, aujourd'hui, on voulait notamment prendre ce temps pour vous présenter les quelques résultats qu'on a pu trouver et établir un peu un échange avec vous. Je dis ça dès le début, mais bon, on va vous le dire à chaque slide, je pense. Le taux de réponse a été malheureusement assez faible. Du coup, on est très, très, très prudent avec l'interprétation des nombres et du coup, si vous voulez faire des prises d'écran ou enfin, prendre en photo, des tableaux, je tiens à répéter que il va falloir l'interpréter avec beaucoup de prudence parce que, voilà, parfois ça peut être un peu trompeur les nombres si on les prend juste comme ça. Donc, à noter toujours que la réponse, ce sera que de ceux qui ont répondu, mais qu'on a comme une masse de missions locales qui n'ont pas répondu et du coup pour lesquelles on n'a pas, forcément de réponse. Donc aujourd'hui, on va en gros suivre, du coup pour ceux qui ont répondu à l'enquête le savent, on va vraiment suivre le déroulé de l'enquête pour vous expliquer un peu ce qu'on a trouvé. Et donc voilà, je laisse, la place à ma collègue. Super. Alors, bonjour à tous, merci d'être venus et merci de prendre ce temps pour qu'on vous présente ces résultats. Alors, moi, je suis Nadia Zargouni, je suis assistante de recherche à l'Institut des politiques publiques et j'ai pu participer donc, à l'élaboration du retour sur cette enquête. Merci à ceux qui ont pu répondre. Je me demande s'il y en a ici parmi nous. Tu peux passer.
En fait, un point sur lequel on voudrait revenir encore une fois, je vais reprendre des très grandes pincettes comme a déjà fait Maria. Nos résultats, ils sont intéressants à analyser de l'ordre qualitatif. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, enfin, on est économiste et la plupart du temps, on préfère jouer avec des très gros chiffres. Là, on a quand même 247 réponses sur quand même un peu plus de 400 missions locales qui existent hors point d'antenne, etc. Donc, enfin, on peut déjà se satisfaire de ça. Le souci, c'est qu'après, on a beaucoup en termes de comportement de réponse, on a beaucoup de réponses qui ont été passées. Euh, Or, on interprète aussi pas mal ce comportement de non-réponse euh, comme un comportement pouvant comporter des biais, c'est-à-dire que mais en fait, on va avoir des questions qui vont probablement parler à des personnes qui sont déjà sensibilisées au sujet, qui ont envie de donner leur opinion sur le sujet. Donc, ça va poser problème d'un point de vue d'interprétation si on pose la question de si vous accueillez des jeunes en contrat d'engagement jeune JR et qu'ensuite on vous demande la pertinence de vous positionner sur la pertinence du sujet. Évidemment, il est plus simple de répondre quand vous savez déjà presque ça, et surtout si vous en avez accueilli. Donc, en fait, on va avoir finalement 247 réponses et 101 répondants qui ont lu tout le questionnaire, mais parmi ces 101 répondants, on ne va pas toujours avoir 100 personnes qui ont intégralement répondu à tout. Tu peux passer. Donc, tu peux passer 2 fois. En fait, ce qu'on a, c'est qu'on a plutôt donc, 40 répondants, 40% des répondants qui ont donc, parcouru les questions qui vont porter sur le CJR parce que notre questionnaire il se compose de 2 parties. La première étant plutôt ce qui concerne les missions locales, donc les démarches d'aller vers, et la deuxième étant vraiment portant particulièrement sur le CJR. Donc voilà, et j'ai pu expliquer les biais. Peut-être un dernier point sur lequel j'aurais voulu revenir, c'est que en fait, il est d'usage et ça aurait été peut-être bien dans notre questionnaire de poser une dernière question sur en fait l'avis général des répondants sur le dispositif SEJ. On n'a pas forcément, enfin, on a des questions ouvertes, mais pas forcément qui sont aussi générales. Donc, on peut prendre aussi ce temps d'échange pour qu'en fait vous puissiez participer et donner un avis très général. Ça nourrira énormément le rapport qui devrait sortir très bientôt, qu'on va envoyer à la DARES sur le CJR. Puis, si en plus ça peut générer des discussions, c'est totalement bienvenu. Encore une fois, je réitère donc la proposition de Maria de rendre cet échange le plus vivant possible. Si vous voulez nous interrompre, poser des questions, avoir des interrogations ou surtout des avis, des réponses au-delà de celles qu'on a pu analyser, sont totalement les bienvenues. On est habitué à cet exercice, il n'y a aucun souci. Tu peux commencer à parler de répartition géographique. Donc en fait, là, on va avoir la répartition géographique de nos répondants. En fait, déjà, il va y avoir des grosses disparités en termes de régions et elles ne s'expliquent pas forcément par le nombre de missions locales par région. On commence à avoir déjà une petite idée de ce à quoi vont ressembler un peu les taux de réponse. À droite, donc vous avez le nombre en gros, la densité du nombre de conseillers dans les missions locales. Donc, en fait, ça s'interprète comme étant, donc, en fait, ce qu'on veut savoir ici, c'est à quel point le nombre de conseillers par mission locale, il est très dispersé ou très concentré. Là, on voit qu'il est plutôt concentré entre 20 et 35 chez nos répondants. Et donc, c'était une dimension qu'on avait besoin d'avoir pour pouvoir analyser les autres réponses, pour savoir si, par exemple, la fréquence des démarches d'aller vers, la manière dont certaines missions locales vont s'approprier les démarches d'aller vers, elles dépendent aussi de la taille de la mission locale. Pour avoir aussi, je ne sais pas si on diffuse le document à tout le monde, mais en tout cas, vous pourrez avoir aussi la répartition géographie des missions locales en France métropolitaine pour bien voir à quel point, du coup, c'est pas totalement corrélé à notre taux de réponse. Et puis surtout, le nombre moyen de conseillers par région des répondants qu'on a pu avoir. Et on va tout de suite rentrer plutôt dans le vif du sujet, une fois qu'on a fait ce petit tour d'horizon. Donc, en gros, les démarches d'aller vers qui sont mises en place généralement dans la mission locale, donc celles qu'on a analysées, elles sont résumées dans un petit tableau que tu peux retrouver en cliquant sur le bouton. Oups, non, il ne marche pas. Ah, super. Il a la fin de la présentation. Tu veux que... Ok.
Désolée pour ça. Je pense que c'est lui, ouais. Ok, donc en gros, on va comptabiliser les démarches d'aller vers qui sont des maraudes, la présence d'antennes, de bureaux mobiles, l'organisation d'événements sportifs, culturels, liés à la mission locale, des interventions auprès de partenaires ou de centres sociaux, des actions de campagne de communication, les maraudes numériques. Et ensuite, on a laissé donc, aux répondants la liberté de déclarer d'autres démarches d'aller vers. Et la plupart du temps, quand ils les déclarent, ce sont plutôt des démarches qui sont de l'ordre de la participation aux événements de partenaires. Et les partenaires, souvent des associations. Bienvenue. Ensuite, ça va être plutôt de l'ordre de la sensibilisation des élus locaux, etc. Donc, les autres démarches, c'est plutôt oui, des démarches avec les acteurs territoriaux. Mais donc, retenez bien ces codes parce qu'en fait, finalement, c'est comme ça qu'on va les codifier sur le reste de la présentation. Donc, on peut revenir au reste de la présentation. Super. Si jamais vous avez d'ailleurs d'autres idées de démarches que vous voulez mentionner et que l'on aurait pu ne pas dire, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc, je retourne, pardon. Il Oui, y a je vous une première question, ouais, de Monsieur Toussaint. Oui, alors ça, je ne sais pas si ça peut paraître évident comme ça pour vous directement, mais je trouve que tout le travail qu'on fait avec les jeunes sous main de justice en détention, c'est une démarche d'aller vers pour l'avoir fait plusieurs années. On va trouver beaucoup de jeunes avec lesquels on n'a jamais été en contact. Alors, je trouverais intéressant d'y associer cette partie-là du travail d'un certain nombre de missions locales. De pouvoir démarrer, proposer de l'accompagnement dans des lieux où habituellement ils ne sont pas en contact. Oui, merci beaucoup. Nous, là, pour cette étude, on n'a pas du tout eu accès à des données judiciaires, etc. Mais je pense que c'est complètement faisable pour d'autres. Mais c'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Donc ça, typiquement, c'est le genre de démarche qui aurait pu être listée comme autre démarche qu'on n'a pas forcément citée. Et ensuite, on a quand même quelques témoignages de personnes qui parlent de prise en charge de jeunes ayant eu des difficultés avec la justice. Mais donc, c'était plutôt une question ouverte. Voilà, donc par rapport aux fréquences, alors donc voilà, donc on a présenté ça en nombre de réponses, pas forcément en pourcentage parce qu'on ne trouvait pas ça judicieux, je vais le répéter, au vu du faible nombre de réponses. Mais donc en fait, on voit qu'il y a quand même assez peu de démarches qui sont. Donc on a assez peu de démarches qui sont de l'ordre de la indirecte, c'est-à-dire où on n'est pas directement en contact avec le jeune, comme la communication, l'organisation d'événements, etc., qui sont jamais faites par une mission locale. La plupart dans notre échantillon, on a quand même beaucoup de missions locales qui sont assez actives, qui ont fait au moins une fois toutes les démarches dont on parle, on va le voir plus tard aussi. Donc ça, évidemment, il y a peut-être aussi un biais de sélection par rapport aux personnes qui ont bien voulu nous répondre. Mais on voit quand même que les démarches qui ont un coût sont quand même celles qui sont le moins entreprises. Moi, je pense aux maraudes, par exemple, particulièrement. La présence d'antennes mobiles, ça après, si c'est jamais fait, c'est aussi une question de contexte et composition de notre échantillon. Il y a des territoires où c'est logistiquement pas forcément nécessaire de se déployer. Je peux passer. Ensuite, on a décidé d'analyser ça plutôt par région. Alors, on a un tableau à la fin de la présentation avec toutes les régions. On a voulu se concentrer d'abord sur 3 pour plus de lisibilité, qui sont parmi celles pour lesquelles on a eu le plus de réponses, pour pouvoir avoir une idée des disparités régionales qui peuvent exister dans la fréquence des démarches d'aller vers en fonction du type de démarche. Donc on voit ici qu'en fait, il n'y a pas vraiment de grosse hétérogénéité régionale. C'est pas une dimension qu'on va garder pour le reste de l'étude.
Je tiens à préciser aussi qu'on a, donc finalement dans notre échantillon, on n'a pas non plus toutes les régions. Il va nous manquer aussi surtout pas mal de régions d'outre-mer. Donc c'était à titre indicatif. Si ensuite vous êtes intéressé par la répartition pour toutes les régions, pour avoir un peu une idée sur votre région où vous vous situez. On s'est donc pour des questions qui vont être un peu plus de l'ordre analytique, là on a voulu se demander si en fait c'était une question d'accès à. Il y a un bruit derrière moi, je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. On voulait savoir si du coup c'était donc, c'était une question de l'hétérogénéité pouvait se faire sur la dimension financière et voir si les financements spécifiques générés par du coup tout le nouveau programme de repérage jeunes invisibles, il a pu avoir un effet sur donc, les démarches d'Aliver mises en place, plus précisément de voir si du coup les missions locales qui ont pu bénéficier de ce financement spécifique étaient plus dynamiques et plus actives en termes de démarche d'aller vers. Donc on voit que donc, on a quand même parmi les répondants donc un peu plus du tiers qui déclare avoir eu un financement spécifique, mais qu'il se traduit du coup par, et ça c'est assez intéressant de le voir, le fait que les démarches que j'ai définies tout à l'heure comme coûteuses, par exemple les maraudes, elles vont être un peu plus mises en place. On va avoir un peu moins de répondants déclarants qui n'ont jamais eu recours aux maraudes dans leur démarche d'aller vers en mission locale. Donc ça ne change pas énormément la répartition de la fréquence pour les démarches qu'on peut considérer comme un peu moins coûteuses, mais du coup ça a cet effet sur les maraudes qui est assez notable. Ensuite, on s'est posé donc, deux autres questions sur les démarches d'aller vers, qui sont d'abord l'ancienneté et ensuite avec qui elles sont entreprises. Là-dessus, on a fait du traitement textuel pour pour pouvoir classer en catégories. Et on a quand même des résultats assez satisfaisants avec du coup ce traitement automatique de texte, en voyant que donc on a des démarches qui sont plutôt de nouvelle génération par rapport à ce qu'on a traditionnellement l'habitude de faire les missions locales, comme les maraudes numériques, qui sont toutes assez récentes pour la plupart des missions locales. Donc la plupart des missions locales déclarent qu'elles datent de moins de 5 ans. Et ensuite, en fait, il y a des actions qui sont un peu plus, comment dire, qui sont un peu plus ancrées de façon assez traditionnelle chez certaines missions locales. On a par exemple l'intervention dans les centres sociaux et les organisations d'événements qui sont le propre de beaucoup de missions locales. La plupart des missions locales agissent du coup seules et pas forcément en lien avec des partenaires, et quand elles le font, c'est surtout des associations. C'est assez intéressant de noter qu'il y a assez peu de démarches d'aller vers qui sont partenaires avec le reste du réseau pour l'emploi. Enfin, je pense à l'opérateur, surtout France Rail, parce qu'on a quelques répondants qui déclarent du coup avoir fait ces démarches en partenariat avec France Travail. Mais donc ça va être essentiellement les missions locales elles-mêmes ou des partenaires qui sont des associations. Ça, c'est assez intéressant pour nous parce que finalement, c'est quand même en lien avec la question du CJR, où du coup, l'intensité des liens que peut avoir une mission locale avec donc des partenaires locaux peut ensuite déboucher plus facilement vers déjà deux choses. La première étant que ces associations qui font beaucoup de travail de repérage de jeunes, ça va peut-être aussi nourrir le stagiaire dans le sens où du coup, on va avoir un peu plus de jeunes qui vont être repérés. Et la deuxième chose, c'est que du coup, on va peut-être avoir plus tendance, quand on a un réseau assez intense de partenaires qui sont des associations, à signer une lettre d'accord pour participer au CJR ou faire un appel à projet commun, etc. Tu peux passer. Donc, merci beaucoup Nadia. Du coup, maintenant, on a fait un peu survoler un peu les démarches d'aller vers dans un cadre plus général des missions locales, et on voulait aussi
se centrer sur les aspects propres au CJR, donc le type de mission locale qu'accueille le CJR, mais aussi est-ce que les démarches changent, etc. Et du coup aussi un peu, est-ce que du coup le programme est venu un peu altérer peut-être la dynamique au sein des missions locales. Donc, encore un tableau un peu récapitulatif avec les quelques questions qu'on avait posées autour du programme CJR. Donc, au sein des missions locales qui ont, encore une fois, voilà, on vous répète avec tout le temps, mais au sein de ceux qui ont répondu, nous avons 84 missions locales qui disent avoir donc des jeunes en CJR, face à 16 qui disent ne pas en avoir. Ça, bien sûr, donc comme disait Nadia, ça représente aussi beaucoup que du coup, potentiellement, les missions locales qui participent au CJR étaient intéressées par le résultat de l'enquête et donc qui ont participé alors que les autres forcément pas. Donc bien sûr, elles sont surreprésentées. On va revenir sur la question, mais on parle très vite de la dérogation de la règle des 5 mois. Comme vous savez, pour que les jeunes participent en CJR, ils doivent être soit inconnus au service public, enfin d'accès à l'emploi, soit ils doivent faire au moins 5 mois qu'ils ne sont pas en contact avec leurs conseillers. Et du coup, nous, potentiellement, on voulait travailler autour de cette règle et voir s'il y avait une discontinuité. Dans les faits, pas trop. Donc, on n'a pas pu continuer cette piste, mais j'en parlerai un peu plus tard. Donc voilà, c'est juste un tableau récapitulatif, pardon, et on va un peu analyser doucement, ensemble, les différentes réponses. Celles, au moins, où on peut dire quelque chose. Évidemment, lorsqu'il y a eu 7 et 5 réponses, on ne peut pas dire grand-chose. Donc, comme je disais, on voulait savoir un peu dans notre esprit, malheureusement, on était un peu loin du terrain et on se disait que potentiellement, il y avait une sorte de différence entre les missions locales qui étaient très strictes dans la règle de 5 mois versus celles qui ne l'étaient pas. Dans la réalité, du coup, on a appris que c'est pas vraiment le cas, qu'il y a ça se joue beaucoup à la situation du jeune et comment et pourquoi interrogation. Désolée pour les bruits ambiants. Voilà, et en fait, on se rend compte que même dans la mise en place du CJR, il y a quand même un pourcentage considérable de missions locales qui ont demandé des dérogations. Et donc, c'est pas forcément autour de cette règle qu'on peut jouer. En tout cas, de façon quantitative, le rapport que pour les missions locales qui ont répondu, le rapport qu'elles ont au CJR, 59, donc au sein de toutes les répondantes, 59 missions locales estiment que, indépendamment du fait d'avoir participé ou pas au CJR, elles ont des jeunes qui auraient pu en bénéficier et qui auraient pu être aidés par ça, contre 40, donc 40 qui ne considèrent que c'est pas le cas. Là, c'est une question qu'on vous pose même à vous. Est-ce que, s'il y en a ici qui ont répondu qu'elles considèrent qu'ils n'ont pas ce genre de jeunes, est-ce que vous pensez que c'est parce que ces jeunes sont que le CJR n'est pas pertinent pour les jeunes en mission locale parce qu'il vise une population qui est trop éloignée, ou est-ce qu'il y a d'autres raisons, ou voilà, est-ce que peut-être le programme lui-même ne se prêtait pas à accompagner ce genre de jeunes? Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des avis sur la question, à me dire. Voilà, de l'autre côté, un grand rôle que était censé avoir le CJR, était de créer un lien fort, ou en tout cas de dynamiser le lien entre les missions locales et les lauréats. Cependant, il y a quand même un certain nombre de missions locales qui nous indiquent que ce lien existait déjà, en tout cas qui eux-mêmes avaient des jeunes qu'ils ont envoyés vers le lauréat et non l'inverse, qui était peut-être le sens dans lequel le CJR s'est créé, dans le sens où genre, les lauréats trouvaient des jeunes un peu en rupture dans la nature et les ramener vers la mission locale. Ici, on voit que quand même pour 62 missions locales, l'ordre s'inverse. Donc voilà, aussi à voir est-ce que cette dynamique était pertinente sur le terrain. On s'est demandé est-ce que les missions locales qui accueillent donc des CJR ont des différences un peu structurelles par rapport à celles qui n'en avaient pas. Encore une fois, je répète, vu que celles qui ont contesté, celles qui ont répondu, la plupart qui ont répondu ont un DCJR, mais en tout cas, ce qu'on peut voir donc, sur le panel de droite avec les missions locales qui ont des CJR ont une distribution qui prête à avoir beaucoup plus, sont plus grandes en taille en termes de conseillers que potentiellement celles qui n'ont pas, où on voit que la distribution se centre beaucoup plus sur les entre 0 et 25, alors que ici c'est ça va beaucoup plus vers la droite.
Donc voilà, on parle de missions locales aussi de plus grande taille. Ça, on peut en discuter ensemble. Nous, on l'a vu peut-être potentiellement comme disons qu'une mission locale plus grande ou établie, qui est plus établie ici dans un territoire depuis plus longtemps, c'est aussi plus facile pour elle de intégrer un nouveau programme, de se mettre en lien avec certains partenaires avec des lauréats ou des associations avec qui ils étaient déjà en contact depuis très longtemps. Donc voilà, ça nous semblait assez naturel. On se demandait est-ce que du coup ces missions locales sont plus actives. Donc on fait attention encore une fois, ici, donc pour le non représente le fait de ne pas avoir un CJR alors que le oui, c'est les missions locales qui en ont. Voilà, on parle en termes absolus, donc forcément on a beaucoup plus de réponses pour les missions locales qui ont un CJR. Cependant, on peut voir qu'en termes de pourcentage au sein des bars, c'est pas si différent que ça, dans le sens où en termes de fréquence d'activité, c'est pas forcément ça qui distingue, les missions locales, qui ont un CJR versus celles qui n'ont pas. Et du coup maintenant, on laisse un peu de côté les chiffres et on est très content d'avoir, posé des questions où vous pouviez vous répondre, par des phrases et je pense que c'est là où on a appris, moi personnellement, le plus, je pense, autour de ce programme parce que je pense que c'est des avis auxquels on n'a pas accès avec des grosses bases de données, administratives. Donc autour de la pertinence du dispositif, bon, encore une fois, on a beaucoup de non-réponses, mais dans ceux qui répondent, c'est très polarisé. De 70 à 80 des cas, le dispositif est jugé pertinent pour collaborer avec les autres acteurs, comme je disais, les lauréats, ainsi que pour répondre aux besoins des jeunes, hem, ou pour les 2. Cependant, bon, tout le monde n'est pas d'accord, on va dire. Je prends cet exemple de la citation, avec un objectif d'accompagnement de 150 jeunes par an sur Toulon, nous observons que sur l'ensemble des jeunes repérés, seuls 4 ont été orientés vers notre mission locale et 5 vers France Travail. Ça interroge du coup sur la capacité réelle du dispositif à toucher les jeunes les plus éloignés de la institution ou en rupture. Notre stratégie vise à recréer un lien de confiance et à proposer des premières accroches souples avant de pouvoir formaliser une entrée en parcours type PACEA ou SAIG. Ça, c'est une question qui est venue pas mal dans les rapports qualitatifs sur la question du temps aussi que dure le, le, le programme. Enfin, vous pourrez m'en dire plus, mais souvent, on a l'impression que c'est des jeunes qui ont besoin de beaucoup de temps pour sentir à l'aise avec l'institution et que ce temps ne se crée pas au sein du SAGIA. De même, du coup, d'autres missions locales considèrent qu'il n'y a pas eu suffisamment de prise en compte, en charge des difficultés du public, parce que notamment les demandes, en tout cas du SAIG, sont trop élevées. Un commentaire qu'on a trouvé très pertinent, c'est par rapport à la question des zones rurales. On n'a pas fait de chiffres sur les missions locales qui sont en zone rurale versus celles qui sont en zone urbaine, mais voilà, on pensait que c'est un commentaire qui était extrêmement pertinent sur le fait que soit les lauréats, en tout cas, on n'arrive pas très bien à atteindre les jeunes en zone rurale. Et comme je disais, par rapport à la dérogation de la règle de 5 mois, plutôt que le voir comme une question de fermeté de la mission locale, ce que disait du coup ce répondant, cette répondante, c'est que c'est la fragilité sociale du jeune qui pouvait justifier. Ouais, allô, pardon? Quelqu'un me interrompt? Non? C'était peut-être un écho, pardon. Mais en tout cas, que c'est la fragilité sociale du jeune qui justifiait potentiellement cette dérogation. Voilà. Donc, dans les raisons mentionnées pour la dérogation, il y avait donc l'urgence de la situation, où il fallait peut-être sortir d'une situation très compliquée. Et donc pour ça, vous avez fait des demandes de dérogation à des DETS. Mais en tout cas, un grand sujet qui revient, c'est la difficulté de trouver des jeunes donc vraiment invisibles, disons, vraiment éloignés de tout service public. Et que souvent, enfin parfois, le lauréat se trouve avec des grands moyens, mais que en fait, on n'arrive pas vraiment à trouver ces jeunes. Donc, c'est pas une question forcément de moyens, mais bon, vous me direz. Et que du coup, il faut profiter peut-être aux jeunes qui sont déjà dans la mission locale et qui sont connus et qui, on sait, peuvent bénéficier de ça. Et donc, on va demander la dérogation de la règle pour ces jeunes-là.
voilà, en tout cas, on comprend parmi votre situation que l'objectif commun, on a l'impression, de toutes les missions locales, et que ce soit en dehors ou avec ce programme, c'est de faire un accompagnement qui soit de qualité, comme dit ce répondant, cette répondante, et respectueux du rythme du jeune, ce qui, parfois, peut être compliqué dans des programmes qui durent un temps assez limité, comme c'est le cas de CJR. Voilà, donc voilà, encore une fois, interrompez-moi, il n'y a pas de souci. On revient aux chiffres. On voulait savoir donc si le CJR a eu un impact sur l'activité des missions locales, sur l'accompagnement proposé, et cetera. Bon, voilà, impact, c'est un grand mot parce que, comme je dis, on ne peut pas vraiment faire d'évaluation avec les réponses qu'on a obtenues. En tout cas, lorsqu'on observe les missions locales qui ont signé une lettre d'accord avec des lauréats, ou au moins c'est les missions locales qui ont participé à l'appel à projet avec des lauréats, on voit que pour le cas de la lettre d'accord, il n'y a pas vraiment de différence dans la quantité de démarches. Il y en a un peu plus sur la question de l'appel à projet, mais voilà, on ne peut pas en sortir des grandes conclusions. Pareil, est-ce que du coup, pour les missions locales qui sont en partenariat, comme on voit tout à droite, versus ceux qui ne le sont pas, on voulait savoir s'il y avait une différence avec l'ancienneté, peut-être potentiellement, des accompagnements proposés. On voit que ce n'est pas forcément le cas. Ceux qui ont des partenariats, comme je disais, potentiellement, c'est des missions locales qui sont plus grandes et peut-être plus anciennes, et du coup, qui proposent déjà leur accompagnement depuis longtemps, et pas des accompagnements nouveaux. Et finalement, on voulait aussi savoir si le fait d'avoir un partenariat faisait que, du coup, potentiellement, certaines démarches étaient déléguées, ou en tout cas portées aussi par les partenaires. Encore une fois, en termes de nombre de réponses, on voit que oui, bien sûr. En termes de pourcentage, pas clair, sauf pour certaines démarches dans lesquelles potentiellement on voit que c'est plutôt porté par la mission locale avec un appui, plutôt que porté purement par le partenaire. Mais donc voilà, c'était pour vous donner un peu des chiffres clés. Donc on va passer à nos conclusions, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'interruptions. Donc déjà, voilà, bien sûr, on parle beaucoup des non-répondants, mais il faut qu'on revienne sur à remercier celles et ceux qui ont répondu quand même, qui ont pris le temps. Ça nous permet quand même de sortir pour nous en tout cas, beaucoup mieux comprendre ce qui se passe. Comme je disais, et comme Nadia a aussi souligné, l'analyse quantitative ne va pas très loin pour l'instant, parce qu'on a très peur, on ne peut pas donner des conclusions quand on a si peu de réponses. Cependant, en tout cas, les témoignages qualitatifs soulignent les difficultés rencontrées, donc par la question de durée, mais aussi par question d'envergure, notamment par rapport à la couverture insuffisante en zone rurale. Cependant, on a l'impression que ça a quand même contribué, le CJR, à renforcer les partenariats avec les acteurs et actrices du terrain. Mais voilà, on est vraiment très, très, très preneur de tous vos retours et interrogations. Et si vous n'avez pas répondu à la mission locale, il faut qu'on fasse un peu la pub, s'il vous plaît, répondez, ça nous aiderait beaucoup, et on pense que ça peut être aussi intéressant pour vous de voir ce qu'on peut trouver. Donc voilà, je ne sais pas si Nadia, tu as quelque chose à rajouter. Non? Non, mais par contre, vraiment, j'invite à un temps d'échange, et particulièrement, en fait, si certains se sont reconnus dans les citations, on les a trouvées très intéressantes, et s'il y a des personnes qui veulent aller plus loin, ou même corroborer donc les retours sur certaines citations, je vous en prie. Donc voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vais arrêter peut-être le partage pour pouvoir vous voir. Donc voilà, je ne sais pas si vous me voyez maintenant. Voilà, donc merci beaucoup encore, et à Olivier aussi pour l'organisation. Et voilà, si on voulait laisser un peu ce temps d'échange avec vous, si jamais vous aviez des... Ouais. Il y a Monsieur Toussaint toujours qui a une question. Merci Monsieur Toussaint. Oui, merci pour l'intérêt aussi que vous portez sur ce dispositif. Moi, j'avoue que je n'avais pas vu l'enquête passer, et je ne sais pas si la mission locale de Mulhouse a répondu, mais pour nous, le 16 JR, alors, dans la démarche d'aller vers, c'est vrai que moi, je vois quelques grands champs complémentaires
Par exemple, toute l'activité autour des PSAD, du repérage des décrocheurs avec l'éducation nationale, on a des listes de centaines de jeunes avec lesquels on va aller essayer de reconnecter des liens et de proposer des accompagnements adaptés notamment. Je voyais également sur l'obligation 16-18, tout l'effort qui est lié, hein, tout l'effort qu'on a d'aller vers ces jeunes qui sont dits sans accompagnement pour essayer de les raccrocher. Sur une grande ville comme Mulhouse où on a beaucoup de pauvreté, le SEJ, ça ne vous a pas échappé non plus que les répondants au consortium SEJR ne sont pas du tout, enfin, quelquefois très spécifiques, très limités. Ici, on a un centre socioculturel, là, on a un foyer d'hébergement, là, et quelquefois avec des partenariats limités. Nous, on a eu la chance à Mulhouse de pouvoir mettre en place un consortium où on a à la fois l'aide sociale à l'enfance, le 115, donc il y a des éducateurs du 115 qui sont payés par le CESJR pour aller voir tous les jeunes qui appellent le 115 et essayer de déclencher des accompagnements. On a également les associations spécialisées sur les addictions. On a, donc tout ce qui est urgence sociale. Et du coup, on a une commission. Et puis, il y a des outils spécifiques qui ont été créés. Donc là, quand vous disiez les missions locales orientent vers le CESJR, c'est quelquefois par rapport à des situations très complexes où le consortium a pu créer des outils spécifiques de soutien au parcours des jeunes en grande difficulté. Et du coup, quand le jeune se présentait à la mission locale ou se présente à la mission locale, et qu'on voit qu'un des outils qui est prévu dans le consortium est indispensable à la stabilisation du jeune, eh ben, on proposait de faire une première inscription auprès du consortium pour que ça puisse déclencher ces outils-là. À Mulhouse, on a pu avoir 6 places au 115 en hôtel, 9 places en colocation, 2 places en FJT. Par exemple, l'urgence logement, la grande difficulté de logement, ça a été un gros axe du CESJR. Et du coup, quand on a des jeunes qui arrivent en grande difficulté de ce point de vue-là, c'était important pour nous qu'ils puissent être inscrits dans un premier temps au CESJR pour pouvoir bénéficier de ces outils. Moi, je rejoins du coup les constats le CESJR a permis d'institutionnaliser des partenariats où nos partenaires, par exemple du logement, de l'addiction ou autres, étaient rémunérés pour pouvoir travailler et accompagner des jeunes là où ils ne l'étaient pas avant. Et nous, on a mis dans le deal, on a dealé que quand ils nous présentaient un jeune pour une entrée en mission locale, il y avait un co-accompagnement obligatoire sur toute la durée du CEJ. Ça veut dire que pour justifier, par exemple, des heures du CEJ, on pouvait prendre en compte aussi toutes les démarches on peut prendre en compte toutes les démarches qui sont réalisées avec les éducateurs sur le champ de l'hébergement, de la santé, et également de tous les outils qui sont proposés par le CESJR. Par exemple, il y avait des permis de conduire avec une auto-école sociale. Ben, les heures de code et autres pouvaient rentrer dans le cadre de la prise en compte du CEJ. Donc, le CESJR a permis d'institutionnaliser, de renforcer et de donner des moyens aux partenaires pour travailler avec nous de manière stable dans la durée et d'installer une vraie logique de co-accompagnement, ce qu'on n'avait pas forcément avant, puisque chacun est dans ses objectifs et ses impératifs institutionnels. Et là, ça nous a permis de consolider une démarche de co-accompagnement. Donc, toute la démarche d'aller vers, c'était des jeunes 115, ASE, addiction, etc., qui ont pu être mieux repérés, mieux pris en charge, avec des outils dans le consortium adaptés aux besoins, et avec ensuite une articulation en co-accompagnement au niveau de l'entrée en mission locale. Et j'ai vu, et c'est vrai, nous aussi, on a adapté beaucoup d'accompagnements pour ce public très en difficulté. On a adapté les accompagnements, parce que ce sont des jeunes qui ont besoin peut-être d'1 an, 2 ans, 3 ans d'accompagnement, quelquefois, pour pouvoir retrouver une stabilité et vraiment
régler leurs problèmes et vraiment pouvoir être disponible dans une démarche d'accès à l'emploi. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais Super. j'aimerais savoir si on n'a pas répondu, comment on peut contribuer à l'enquête, parce que j'étais pas, j'ai Je le vais essayer de sentiment. renvoyer le lien dans le chat. Ouais, Je vais essayer de le trouver. ouais, je veux bien. Ouais. Merci beaucoup pour cette intervention. Je pense que j'ai des questions à vous poser, mais on va d'abord laisser la salle parler, parce qu'on a assez parlé pour aujourd'hui. Du coup, il y avait une autre main levée. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis sur la mission locale Centre-Ouest Bretagne. Donc, à l'inverse, c'est une mission locale très, très rurale, 100% ZRR. Alors, la difficulté de dire, vous avez noté que le territoire n'était pas, dans zone rurale, n'était pas forcément bien couvert. Je dirais pas ça. Nous, le lauréat a plutôt bien couvert le territoire. Par contre, on est sur un lauréat qui n'était pas déjà ancré de manière forte sur le territoire, donc qui arrivait, alors il était sur un territoire proche, hein, mais ils arrivaient sur le territoire, donc il y avait tout à construire sur enfin, sur le partenariat. Le fait qu'on soit sur un territoire rural fait aussi qu'on avait des partenariats déjà très forts et en fait les liens, nous, étaient déjà très présents avec que ce soit les services de santé, les services sociaux, les services de logement. À l'échelle de notre territoire, bien sûr, on était déjà très en lien et je dirais que leur arrivée, en fait, ils ont pas... Leur première démarche a été d'aller vers les institutions et les partenaires existants sur le territoire. C'est-à-dire qu'ils ont rencontré les assistantes sociales des départements. On est sur 3 départements en plus. Ils ont rencontré les, les associations caritatives, les centres de santé mentale. Enfin, et en fait, finalement, ça a beaucoup court-circuité le partenariat qui existait déjà. C'est-à-dire que des jeunes qui étaient repérés dans ces structures-là en difficulté étaient orientés vers la mission locale. Et là, les partenaires, ils étaient un petit peu perdus sur ce que faisaient les uns et les autres. Et du coup, les orientations se faisaient vers le lauréat plutôt que vers la mission locale, ce qui finalement faisait un intermédiaire. Et après, ils revenaient vers nous, ce qui faisait un intermédiaire, ce qui était des fois un peu compliqué à gérer. En fait, enfin, en tout cas, ça faisait peut-être venir percuter des choses qui finalement fonctionnaient, n'étaient pas forcément nécessaires. Nous, chez nous, le lauréat n'a pas apporté à proprement parler de solutions nouvelles. Ils sont dans un accompagnement de proximité des jeunes qui soutiennent dans leur démarche administrative et dans leur déplacement. Beaucoup, on est en zone rurale. Mais il n'y a pas de dispositif de remobilisation, il y a pas une nouvelle place de logement d'urgence comme ça a pu être évoqué tout à l'heure. Voilà, il y a tout ça. Enfin, on n'a pas vu de nouvelles réponses en fait qui nous permettraient d'être un fort soutien aux jeunes en difficulté qu'on a et qu'on identifiait déjà en fait au niveau de la mission locale. Donc peu de nouveaux jeunes identifiés, peu d'entrées en stagiaire, on est au 3e en 1 an et demi, peu de retours avec eux sur les situations. Alors des jeunes déjà connus de la mission locale qui, eux, ont repéré, mais en fait, ils étaient déjà connus, voire déjà en sèche chez nous. Ils les ont quand même accompagnés à la question de la dérogation. Je ne sais pas comment ils ont traité ça. Euh, donc voilà, pas mal de questionnements en fait sur ce que ça a porté concrètement sur le territoire dans ces accompagnements-là. Merci beaucoup, c'est super enrichissant et on n'avait vraiment aucune idée de ce qui se passait dans ces zones-là, donc vraiment merci beaucoup. On apprend beaucoup, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah oui. Bon, allez-y, je pense, monsieur Toussaint. Oui, je veux pas être trop long, mais s'il y a un temps d'échange, autant, et puis peut-être autant pour peut-être nous, on a saisi au départ, quand le projet Jeunes en rupture est apparu,
On a appelé nos partenaires avec lesquels on travaillait en disant c'est l'occasion de se mettre ensemble et de trouver de nouvelles logiques de collaboration entre nous. Et je crois que c'est peut-être Et du coup, on a pu identifier les outils qui nous manquaient sur le territoire et qui avaient du sens à déployer au sein du consortium. J'en ai pas parlé, mais il y avait aussi du travail à la journée, des chantiers écoles, j'ai parlé des permis, j'ai parlé des places d'hébergement. Il y avait également de la thérapie pour les questions d'addiction et on est assez en difficulté par rapport à tout ce qui est santé mentale, donc on a pu déployer tout ça. On avait fait un peu le constat des gros manques pour les jeunes les plus éloignés. Et ces acteurs-là, qui le développaient mais avaient peu de moyens, ont pu renforcer finalement les outils et les dispositions des gens en difficulté. Donc, je pense qu'effectivement, quand ça s'est construit avec la mission locale, ça a pu donner du sens. Mais malheureusement, l'histoire du consortium où chacun peut répondre parce qu'il peut avoir un intérêt à déployer une nouvelle activité, des fois, ça s'est fait complètement en parallèle et en déconnexion des logiques de territoire. Et ça n'a pas toujours trouvé le sens et l'intérêt parce qu'il n'y avait pas d'articulation dès le départ, quoi. En tout cas, je me pose la question dernière chose, par rapport au projet O2R qui est en cours. En fait, on ne retrouve plus toutes les questions de soutien, hébergement, jeunes en grande difficulté, qui se transforment plutôt dans une action de remobilisation, mais dans lequel on va plus avoir les outils, notamment de logement, qui vont plus rentrer dans le cadre. Et c'est dommage de ne pas avoir pu finalement trouver des formes de prolongation de ce qui a été expérimenté, qui a réussi, de pouvoir préserver, d'avoir la souplesse de préserver. Nous, il y a des choses qu'on ne renouvellera pas parce que ça n'a pas fonctionné, mais il y en a qui ont été très pertinentes et qui, malheureusement, dans la nouvelle forme, ne pourront plus se poursuivre. Alors, on va, à l'échelle du territoire, travailler à trouver d'autres formes pour les poursuivre. Mais il y a un vrai intérêt à ce dispositif. Il y a des outils hyper pertinents qui ont pu en sortir. Il y a un travail partenarial qui a pu s'intensifier. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, les missions locales sont en souffrance au niveau de leur financement et que nous, on commence à dire l'aller vers, ça coûte cher en fait. C'est très peu financé. C'est très utile parce que les jeunes, il y a plein de jeunes qui ne viennent pas à nous et il faut aller les chercher parce qu'ils sont isolés après des périodes de rupture scolaire, après enfin voilà, il faut aller vers, mais là, on nous recentre avec la loi France Travail, la loi pour le plein emploi, les modalités France Travail, etc., qu'on nous impose, avec des financements fortement à la baisse, on nous recentre sur du placement à l'emploi, je caricature à peine, et tous ces jeunes-là, on ne sait pas quelle place ils vont avoir. Je ne sais pas si vous êtes au fait, mais soit ils rentrent dans le réseau pour l'emploi, et puis là, il faut que ça dépote et qu'il y ait du placement assez rapide. C'est des critères de performance qu'on est en train de nous demander. Soit ils sont dans un nouveau parcours qu'on appelle PAO, le parcours appui orientation, mais dans lequel il n'y a aucun soutien possible pour les jeunes. On ne peut pas déployer les allocations PACEA, on ne peut pas déployer le SEJ s'ils n'arrivent pas à être dans l'inscription France Travail. Et ces jeunes-là, du coup, échappent au soutien qu'on avait habituellement possible pour démarrer des parcours de remobilisation au sein de la mission locale, des parcours plus adaptés que les parcours classiques. Et là, les nouvelles modalités nous coupent de cette possibilité d'accompagner des jeunes très en difficulté, de les prendre vraiment au début d'une intention de vouloir être accompagnés déjà, et ensuite d'aller vers une démarche d'orientation, de formation, etc. Le parcours PAO, chez nous, c'est presque 40% de notre public à Mulhouse, et 40% pour lequel on n'a aucun moyen de soutien,
dans les nouvelles règles là, de la loi pour le plein emploi, puisque les allocations sont réservées à ceux qui sont dans la capacité de s'y inscrire. Donc, beaucoup d'inquiétudes, en fait, beaucoup de satisfaction, en tout cas sur Mulhouse, sur tout ce qu'on a pu déployer, beaucoup d'inquiétudes sur la suite pour les jeunes les plus éloignés, en fait. Voilà, merci, si ça peut abonder dans vos recherches et vos constats. Non, merci à vous, c'est vraiment hyper intéressant. Enfin, oui. Totalement, mais surtout, en fait, c'est drôle que ça aille dans ce sens, alors que la plupart des études, surtout qualitatives, sur le CJR, ont plutôt déclaré que justement la durée d'accompagnement n'était pas assez longue et que il fallait plutôt en faire plus qu'en faire moins, quoi. Oui. Et nous, la force, c'est le co-accompagnement, c'est-à-dire qu'on a ouvert, mais en disant à l'éducateur, vous restez avec nous dans l'accompagnement parce que les dimensions que vous travaillez, nous, ce n'est pas notre spécialité. Et ça a été un gros travail, mais justement, avec l'appui du CEJ Rupture qui finançait les structures, ces structures ont dit, OK, maintenant qu'on a les moyens de le faire, on rentre dans cette dynamique-là. Mais demain, il n'y a plus le CEJ Rupture. Ces structures se retrouvent à nouveau dans leurs propres prérogatives et obligations, et elles n'auront plus, ce sera de gré à gré d'un conseiller, un éducateur, on va s'arranger, on va le faire, mais ce sera plus institutionnalisé, automatisé, ce sera plus une démarche préétablie, quoi. Après, c'est une expérience, comment dire, c'est un SAS, du coup, ce genre rupture qui a quand même créé, des consortiums, des appels à projets communs, etc. Est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose ensuite, il n'y a pas des liens qui vont être pérennisés, à votre avis? Nous, on essaye, mais vous voyez, par exemple, on a une quinzaine de places d'urgence logement, elles ne rentrent pas dans le projet E2R. Alors, on va se battre au niveau local parce que les institutions ont quand même vu que ça fonctionnait, que c'était un besoin fort sur le territoire. Mais voilà, on est obligé de décorréler des choses, alors que là, on avait une approche qui était finalement, voilà, avant d'entrer en mission locale, ou alors à l'entrée à la mission locale, on a des jeunes qui sont très, très en difficulté. Qu'est-ce qu'on peut ajouter, adjoindre comme accompagnement et comme type de soutien pour rendre possible l'accroche et l'entrée durable dans une logique d'accompagnement? Voilà, il y avait le co-accompagnement plus tous les outils qui étaient proposés. Et là, on n'a pas la possibilité de dire, OK, on garde ce qui marche et on le prolonge. On rentre dans un nouveau modèle qui n'inclut pas des dimensions qui fonctionnent. Ok, c'est très clair. Je ne veux pas monopoliser la parole et le débat. Je ne sais pas s'il y a d'autres témoignages, mais sur d'autres territoires. En tout cas, on pourra partager, quand on partagera la diffusion, on pourra partager aussi nos courriels si jamais vous voulez nous envoyer par écrit quelque chose ou qui pourrait nous donner de nouvelles pistes. Mais donc, en tout cas, Ouais, merci mais je pense pour qu'on va pouvoir refaire passer le l'enquête. lien aussi de l'enquête, justement aussi auprès du réseau pour peut-être recompléter un petit peu tout ça. Oui, Nadia vient de le partager sur le chat, mais on Ouais, le voilà. partagera par mail aussi. Mm. En tout cas, voilà, merci beaucoup. On va peut-être finir, mais merci beaucoup d'être venu et de nous avoir écoutés. Enfin, venu. Voilà. Merci à vous, en tout cas. C'était très clair et très instructif. Et merci du coup à Monsieur Toussaint et Madame Plouzen d'avoir effectivement participé, apporté aussi des expériences qui permettent justement, comme on l'a vu là, avec des données quantitatives qui malheureusement ne permettaient pas de dresser des constats vraiment très objectivés de masse, etc. sur le CGR. C'est vrai que les entrées qualitatives, pour le coup, viennent suppléer tout ça et apportent encore plus justement d'éléments qui permettent d'éclairer un petit peu ce que pouvait apporter le CGR. Et les manquements aussi qu'il y a pu y avoir entre ce qu'il était convenu d'être initialement, avec des allocations qui permettaient justement à ces jeunes-là les plus en difficulté de, pendant cette période, de pouvoir bénéficier aussi d'un accompagnement en plus d'une sécurisation financière. Puis finalement, ensuite, on nous a dit que finalement, c'était plus possible, etc., etc., qu'il y a aussi des zones blanches dans certains territoires.
qu'il y a eu pas mal de consortiums qui ont fait que les missions locales n'ont pas toujours été associées, ou en tout cas au bon moment dans la logique de consortium, que la logique de co-accompagnement qui est majeure en fait et sur lequel repose l'ensemble de ce type de dispositif avec des partenaires qui ont des entrées professionnelles complètement différentes, entre un assistante sociale, un conseiller mission locale, etc. Bah, justement, ces notions-là et même d'acculturation professionnelle, en fait, permettent de favoriser tous ces éléments-là. Donc, ça a permis tout ça. Et effectivement, comme le souligne M. Toussaint, l'arrivée des O2R, qui là aussi sont à la main des régions, c'est-à-dire qui s'adaptent. Il y a un cahier des charges national, mais qui vraiment se décline région par région, bah, quelquefois, malheureusement, ne reprend pas certains opérateurs par lesquels justement le CJR a permis de dresser des liens de partenariat assez forts. Et donc ça, c'est des éléments sur lesquels on doit être vigilant effectivement collectivement. Vous, côté je compte Institut des politiques publiques, justement aussi pour étayer un petit peu tout ça et pour éclairer pour le coup les prochaines politiques publiques liées à tout ça. Et nous, côté réseau mission locale, pour justement alerter nos instances respectives à toutes les échelles. Parce qu'en fait, quand il y a des dispositifs qui fonctionnent, c'est dommage qu'il y ait un effet de stop and go. Et on se rend compte du côté positif une fois qu'on est au moment de l'évaluation, et au moment de l'évaluation on se dit ah bah mince, ça n'existe plus. Donc voilà, dans l'anticipation un peu de la politique publique, pardon, c'est toujours intéressant quand on a tous ces éléments-là. J'ai vu votre commentaire, Monsieur Toussaint. C'est vrai que du coup, en préparant la présentation, donc j'ai pu lire leurs travaux. Donc ça, c'est vraiment une étude qui va être plutôt qualitative sur des parcours différents, etc. Et c'était une lecture assez enrichissante. Et ben merci à tout le monde donc d'avoir participé à ce webinaire, et merci Maria et Nadia du coup d'avoir animé et présenté vos études. Donc le lien est enregistré et on le transmettra à tout le monde, tous les participants dès qu'il sera mis en production. Merci. Et ben Merci. merci à vous et à bientôt, bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.